ce qu'on va faire pour rester passionné en utilisant ces tactiques-là, ben, c'est un peu ce que j'ai essayé de voir avec cette conférence-là. Je me disais, est-ce qu'on peut rester critique? Est-ce qu'on peut découvrir des stratégies pour justement se dire, hey, il y a d'autres façons de faire? Puis surtout que là, on se comprend, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup aussi des filtres qu'il y a dans l'intelligence artificielle, ce qui fait que quand vous essayez de converser avec une IA très filtrée, bien, il y a des propos qui ne passeront pas. Fait que bonjour la révolte, c'est pas là que vous allez justement réussir à changer le monde en jasant nécessairement avec ChatGPT. Et quand on parle de détournement, ben le détournement, là, ça en est quand on prend des vestes qui étaient justement des vestes de seconde main qu'on avait mis à notre main, souvent en mettant des étiquettes, etc. dessus, et que là, maintenant, on nous vend ce concept-là, par exemple, par 3 500 la veste, etc. C'est le détournement à l'envers. C'est le capitalisme qui reprend finalement les outils, les stratégies punk pour vous faire acheter plus, pour que vous vous sentiez spéciaux. Donc, le fameux mot punk, vous l'entendez souvent à toutes les sauces, parce que ça vient de l'argot de prison. Ça signifie d'abord un voyou, qui a été utilisé la première fois dans un contexte musical, justement, dans les années 70. Le terme s'est répandu ensuite en Grande-Bretagne. Et là, vous vous rappellerez le fameux magasin de Malcolm McLaren, Sex. J'ai-tu oublié, j'ai-tu effacé quelque chose sans faire exprès? Mais il y avait aussi la boutique Time of the World, qui est encore d'ailleurs à Londres, etc. Toutes des boutiques qui étaient des enseignes de révolte, si on veut, à la fin des années 70, puis qui éventuellement ont été récupérées aussi par le capitalisme. Dans le temps, la boutique de Malcolm McLaren vendait des vêtements fétichistes, barbouillés de slogans politiques des années 60, inspirés entre autres on y revient, de l'international situationniste. Donc, Guy Debord, vous vous rappelez de Guy Debord, puis toute justement sur la société du spectacle. Puis le punk, ça en est venu à décrire une scène rock minimaliste du côté justement des États-Unis. Par exemple, c'était basé autour vous connaissez peut-être le CBGB, le club new-yorkais, où par exemple Patti Smith, Group and Television se produisait. Fait que c'est devenu plus connu que d'autres scènes, mais ça restait encore un petit peu en marge. Les Ramones faisaient aussi partie à cette époque-là de cette culture-là. Puis leur premier album est devenu, si on veut, un modèle de ça. Alors la guitare, comme du white noise qu'on entend encore, tu sais, quand vous avez un mur de son, là, que c'est comme un grognement littéralement, il y en a qui vont appeler ça peut être du drone, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a des scènes maintenant dédiées uniquement au noise. Ceux qui suivent mes comptes Instagram, vous allez voir que je me tiens un petit peu des fois dans ce coin-là. Alors donc, c'est cette idée-là de batterie comme texture, puis les slogans hostiles. C'est le web des débuts, ben, ça ressemble finalement un peu à la culture punk. C'est pas pour rien que c'est né à peu près dans les mêmes endroits aussi. L'idée de la gratuité, au départ, on avait même des mouvements radicaux comme le Free Software Movement. Ça veut dire quelque chose, le Free Software Movement? Donc, l'idée que les logiciels devraient être libres, puis que si vous prenez un logiciel et que vous le transformez, puis que vous l'adaptez pour quelqu'un, vous pouvez faire payer votre temps, mais vous ne faites jamais payer pour le logiciel lui-même qui devrait circuler. Ça a été détourné, parce que le libre maintenant, vous savez qu'il y a des codes de source libre qui sont employés dans les entreprises d'IA, dans Facebook, etc. Fait qu'on a encore là un détournement, recyclage, on en a fait. La question de la démocratie, alors c'était géré par les utilisateurs au départ, le web. Puis c'était du crowdsourcing, c'était alimenté par les utilisateurs aussi, puis c'était un espace ouvert à tous. Pensons même à l'ICANN, puis des instances comme ça au départ, c'était des comités qui géraient tout ça. Maintenant, il ressemble à quoi notre web présentement? Voilà, c'est le software as a service pour tout ce que vous avez. Et quand vous arrivez sur le web, vous y accédez par des compagnies privées, comme par des navigateurs comme Bing, vous y accédez par Google, etc. Et les gens qui vous fournissent le service, donc l'infrastructure souvent est payée par les citoyens, par l'argent du gouvernement, mais ensuite est donnée à des compagnies privées pour l'exploiter. On voit qu'on a comme commencé à prendre le début de ça, puis tout d'un coup, oups, on a oublié qu'on était dans ce mouvement-là. Il y avait aussi au départ la question du partage. Vous rappelez-vous le peer-to-peer? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Napster? Bon Dieu qu'on avait du fun, 15 ans chez nos parents en train de télécharger du Nina Hagen de l'autre bout de la planète, puis
Hein, puis à mancher le système, puis on était donc contents. Mon frère m'installait tous ces logiciels-là, puis j'étais comme yes! Enfin, j'ai accès à toute la musique. Ça prenait 20 minutes de télécharger une pièce, hein, si vous vous en rappelez. On avait du temps, même si on était sur le web. Hein. Ben ça, ça faisait partie de cette philosophie-là. Et qui a récupéré l'idée de Napster après? Hein? Spotify en deuxième lieu, mais Apple en premier lieu, quand ils ont fait leur premier logiciel iTunes, là, la plateforme pour aller télécharger de la musique, ceux qui ont joué dans Napster, là, c'était presque la même chose. Alors, les gens de Napster ont essayé de vendre ça à Apple, qui étaient comme non, non, on va juste le copier, voyons, c'est bien trop facile. Et c'est ce qui est arrivé. Puis maintenant, on a Spotify, hein, qui d'ailleurs passe des publicités de Ice, puis etc. Fait que j'ai enlevé mon podcast de Spotify à cause de ça. D'ailleurs, j'ai dit quand vous aurez des clients un petit peu plus respectables, on se parlera, guys. Alors là, voyons ce qui pourrait être punk en 2026, puis ce qui ne l'est pas. Hein, allez encore chez son disquaire indépendant, hein, qui vous vend des vinyles, qui vous conseille, qui vous parle, puis qui a encore hein, quelque chose de qu'on fait soi-même, hein, le fameux principe de do it yourself. Justement, tu vois, on y arrive. Qu'est-ce qui ne l'est pas vraiment? Ben, c'est tout ça ici. Hein? Donc, c'est la question de prendre la musique, de redonner une très petite portion des profits à ceux qui la font. Hein? Ce n'est pas eux autres qui gagnent de l'argent avec ça. Et par exemple, Apple Music avait la même chose. Puis même, on pourrait parler du rapport entre Apple Music et Spotify. Vous savez que Spotify a toujours l'idée, au début, quand c'était une petite compagnie. Et qu'est-ce qu'Apple faisait pour les retarder? Ils ne mettaient pas à jour leur application dans la boutique, ils ne mettaient pas les mises à jour pour faire en sorte que Spotify soit un peu en retard, puis que là, vous commenciez à bugger dans votre gestion des listes, puis peut-être vous transfériez vers hein, leur propre affaire. On s'est aperçu que finalement, hein, tous ces gens-là, au départ, hein, que ce soit Apple, que ce soit Google, avaient été chercher les valeurs des débuts du web pour nous rassembler. Facebook, hein, au départ, nous donnait l'impression que c'était hein, comme une famille qui gérait un réseau social, qu'on était hein, un peu en marge. Mark portait toujours les mêmes T-shirts avec les mêmes hoodies pour vous montrer que restait un gars bien ordinaire. Mais là, quand on fait 92 milliards par année, c'est un peu plus dur à soutenir comme idée. La question du do-it-yourself, elle est encore présente parce que ça existe encore dans la culture des zines, comme je le disais un peu plus tôt. Donc, le zine photocopié, distribué à la main, hein, puis d'ailleurs, ça a été à mesure que c'est devenu connu, puis qu'il y avait des idées un petit peu plus choquantes qui circulaient, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Qu'est-ce que, les gens, monsieur, comme on dit, monsieur, madame, tout le monde ont commencé à s'en mêler et à trouver qu'il n'y avait pas d'affaire à parler de ci et de ça, alors qu'il y a encore 15 ans, on avait la paix. Hein? On pouvait aller exposer puis acheter des zines de plein de gens qui proposaient leurs recettes véganes, leurs idées politiques, sans se faire enquiquiner. Mais là, ça devient, hein, on dirait que la surveillance est partout. Le zine a ce côté-là aussi qui est politique, hein, engagé, parfois conçu justement pour parler de création, mais aussi pour promouvoir des idées politiques. Et c'est quasiment séditieux hein, de penser qu'on peut soi-même faire une petite publication, hein, l'imprimer 1000 fois, la distribuer presque gratuitement pour quelques dollars, juste pour hein, rembourser souvent les frais, pour faire circuler une pensée. Mais ça fait partie justement de cette esthétique-là. Et on voit d'autres, par exemple, la Electronic Frontier Foundation qui a gardé ce genre. Vous la connaissez, la Electronic Frontier Foundation? Vous irez voir leur site. Ils protègent la liberté d'expression, puis ils ont encore cette idée-là hein, de stick it aux grosses compagnies. Hein. Ils ont une initiative qui s'appelle We've Got Your Back, où est-ce qu'ils pistonnent sans arrêt en faisant des levées de fonds, tout ça, des compagnies comme Facebook, pour les empêcher de donner vos données. Hein. Par exemple, à n'importe qui pourrait, par exemple, on a vu des gens qui, je vais vous sortir l'exemple tapant, quelqu'un qui était en prison et sa femme animait, par exemple, sa conjointe animait la page Facebook. Et là, quand des gens voient ça, ils se disent ah, il utilise Facebook de sa prison. Fait que là, ils demandent un mandat pour que Facebook livre les données pour voir si c'est vrai. Et IFF est comme non, non, là, à un moment donné, la surveillance, là, ça suffit. Fait que donc, ils ont fait fermer des portes arrière comme ça de beaucoup de réseaux sociaux en disant non, vous ne laisserez pas des entrées, hein, par exemple, justement, à des autorités, à une surveillance policière pour des gens qui utilisent ça pour rester en contact, par exemple, avec des amis, etc.
Le Web 2.0 puis la culture, quand je dis ça part de la même place, là. C'est ça que je voulais dire ici, hein. Ça, c'est justement le Gilman Street le 924 Gilman Street sur la côte ouest, qui était un lieu de rassemblement punk et qui est devenu un lieu de la culture, hein, web, et qui éventuellement, évidemment, la culture web, on dit éventuellement, it became the suits, hein, c'est ça qu'il dit. C'était genre, les gens qui étaient là, c'était au départ des gens qui voulaient changer le monde, puis à un moment donné, ben, conseil d'administration, on rentre en bourse. Hein? Puis même si on ne porte pas de cravate, elle est dans la tête, des fois c'est encore pire parce qu'on ne la voit pas. Fait que là, c'est là que ça commence à ce moment-là. Fait que c'était justement, Burning Man faisait partie de cette culture-là. Burning Man, tu fais non, hein, parce que moi, quand quelqu'un me dit oui, mais il est cool, il est allé à Burning Man, je suis comme, ah, ça dépend quelle année. C'est comme si c'était l'année passée, ça se peut que ça ne m'intéresse pas qu'on jase. Là, fait qu'il y a toujours ça. Des fois, il faut rester un peu, hein, il faut quand même comprendre que c'est rendu un endroit pour aller faire semblant d'être peace et millionnaire en même temps, ce qui pourrait parfois être contradictoire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Alice Marwick, qui avait travaillé dans la Silicon Valley, a fait sa thèse là-dessus. Ça s'appelle Status Update. Je pense que le texte est rendu disponible librement sur son site parce qu'elle travaille avec Dana Boyd, puis ces femmes-là ont toujours eu dans l'idée que, tu sais, de la science, on devrait être capable d'accéder à ça. Il ne faut pas être toujours en train de péter derrière des paywalls parce que ça fait aussi partie, hein, de cette idéologie-là. Et comment est-ce qu'on est passé des zines féministes à des sites d'expression personnelle? Bien, Jenna Friedman nous disait justement que les blogs, justement, ça a été le passage. On a commencé, les filles faisaient des zines, hein, dans les scènes féministes, puis c'était souvent des scènes inclusives, ouvertes. Puis à un moment donné, on est passé au blog. Et qu'est-ce qui est arrivé quand on est passé au blog? Bien, souvent, on avait des petits hébergeurs au départ. Madame, ici en 2002, avait un petit hébergeur québécois dans le temps. Et là, tout d'un coup, nos petits hébergeurs québécois n'ont pas pu soutenir la pression, hein, des hébergeurs, justement, américains, des grosses entreprises. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, finalement, le blog, tout d'un coup, c'est là qu'il s'est retrouvé sur, hein, une plateforme commerciale. Et tout d'un coup, avec ça est venue une forme de censure aussi. Hein, parce que là, tout d'un coup, si vous avez des idées qui ne plaisent pas, bien, votre hébergeur, hein, de plus en plus, peut se retrouver en problème. Fait que ça se peut que vous soyez suspendu tout simplement. Avez-vous testé d'ailleurs Instagram? Moi, j'aime bien ça, me faire suspendre juste pour le fun, là. Chloé est comme pas trop surprise. Donc, Instagram, j'ai posté des images que j'avais été valider des images, c'est sur Epstein, etc., pour voir si c'était fait avec de l'IA. Fait que là, j'en ai fait des captures d'écran où est-ce que c'était écrit probablement de l'IA à tant de pourcents, etc. Je les ai publiés sur Instagram et il y a une entreprise en Georgie qui visiblement ne parle ni anglais ni français, qui ont fait pour Facebook Meta la censure et qui ont shadow ban mon compte pour plusieurs semaines. Et là, je me suis chicanée avec eux par courriel jusqu'à temps que quelqu'un me réponde en anglais. Et finalement, ils ont juste arrêté de répondre. Ils ont débanni mon compte et ils se sont mis à me présenter quoi? Des maisons d'édition, des petites maisons d'édition en Australie qui font 1000 copies d'un truc, puis des maisons d'édition académiques. Fait que j'ai dit, OK, ils ont checké mon profil, ils ont fait, on arrête de chicaner avec la madame, puis on va essayer de pitcher du contenu qui va faire son affaire, puis elle va nous laisser tranquille. Mais ça a été une grosse surprise parce que j'ai dit, donc, on essaie de faire de l'éducation, puis on se fait barrer parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on essaie de faire. Puis dans le doute, ben barré. Maintenant, appliquer ça, hein, à des pays qui sont en guerre, on ne comprend pas ce qui se passe, les gens essaient de se mobiliser, on barre. Alors, on s'arrange comme ça. Fait qu'on voit. Donc, l'entrée dans le capitalisme, hein, c'est ça, on est passé du DIY au GAFAM. Etsy, c'était, il y a encore 15 ans, la plateforme, hein, la plus cool pour aller chercher des créations, hein, de gens qui vraiment proposaient ce qu'ils faisaient, des objets qui étaient faits par elles et eux-mêmes, etc. Et là, on s'est aperçu tout d'un coup qu'à mesure, hein, que l'entreprise devient plus grande, qu'est-ce qui se passe? Hein, là, on pousse des recommandations algorithmées. On vous fait, hein, on vous incite à consommer plus. Ce n'est plus la petite machine que c'était. Hein, parce qu'à partir du moment, hein, qu'on commence à utiliser justement des machines commerciales, hein, dans nos sites, bien, on se retrouve avec justement ce même problème-là. Le fameux entrepreneuriat et culture DIY ou le punk entrepreneuriat, il y a des théories là-dessus maintenant, en France entre autres, hein, où est-ce qu'on se dit, on pourrait-tu reprendre le contrôle un peu sur nos données? Est-ce qu'on pourrait reprendre le contrôle, par exemple, hein, sur le web? Est-ce qu'on pourrait se faire des réseaux locaux? Il y a des gens qui le font carrément, ils se font des réseaux là, Internet juste pour leur village.
Puis là, ils se promènent, puis ils s'en vont installer des routers un peu partout, puis ils s'installent leur propre réseau. Puis d'ailleurs, ça va sûrement être utile ici parce que vous savez que vous avez un petit village, là, moins de 3000 personnes, il n'y a aucune compagnie qui a envie de vous connecter. Hein. Je me rappelle Julie Lemieux, qui est mairesse, le maire des, comment ça s'appelait, le village des Tressins, qui avait elle-même justement fait installer un petit réseau local dans son village pour les 1200 concitoyens. Ils ont fait une petite coopérative, puis tout le monde a payé, puis on fait all right, on fait ça ensemble. Fait qu'on commence à voir ce côté-là qui ressort, puis on espère que ça va ressortir plus. Surtout que là, si vous voyez Facebook, là, il commence à avoir de la difficulté même à opérer, le site est rendu compliqué, etc. Donc, être indépendant des systèmes, ça veut dire travailler en dehors. Là, je ne sais même plus quelle heure qui est, moi, avec ça. Personne ne me watch. Hein, je fais ce que je veux. Là, il n'y a plus l'air d'avoir personne qui me check. Là, fait que c'est comme si on était dans un cours, puis à un moment donné, la cloche va sonner, j'imagine. Mais est-ce que le travail qu'on fait est vraiment rémunéré à sa juste valeur? Sais-tu. Ah non, t'as un peu, excusez. Je dis la cloche va sonner, puis j'ai une amie qui m'appelle en même temps. Je vois ça sur ma montre, Vivi, mais c'est parce qu'elle est dans un autre fuseau horaire. Là. Fait que donc, créer pour une communauté réelle selon des valeurs fortes, ça peut être plus payant hein, en argent sur le long terme? Bien, vous allez économiser un peu, c'est sûr, et l'argent va rester ici. Il faut que je vous raconte une anecdote. Je suis bien bonne là-dedans, là, ceux qui... Il y en a quelques-unes, il y en a deux au moins ici qui me connaissent. Là, je ne suis pas pire ces anecdotes. Donc, je parlais avec des gens. On était à l'événement EAI, là, Entertainment AI, et il y avait le directeur de Sporobol, qui est un hub numérique à Sherbrooke en création. Et eux, ils travaillent beaucoup avec l'IA. Ils font des résidences artistiques, puis ils amènent des artistes à utiliser des IA locales, à juxter ça avec des programmes plus commerciaux. Et là, on lui disait, mais qu'allez-vous faire? Allez-vous devoir couper des emplois éventuellement? Et ce que vous ne comprenez pas, c'est quand je vais devoir couper des emplois, là, ce n'est pas parce que je vais embaucher du monde ici ou des firmes ici, c'est parce que les firmes de la Silicon Valley, desquelles j'utilise une petite portion de service pour peut-être présentement 10 000 par année, il dit dans pas long, quand ils vont me le facturer à ce qu'ils pensent que ça va valoir, il dit là, ça va être peut-être 120 000, puis il dit à ce moment-là, je vais devoir couper 2 salaires de junior. Puis il dit, qu'est-ce qui va arriver? Cet argent-là, là, au lieu d'être ici dans notre économie, elle va s'en aller sur la côte ouest. Fait que ça ne sera plus des Québécois, Québécoises qui vont avoir accès à ces sous-là. Fait que là, c'était toute la question de la souveraineté numérique aussi hein, qui revient dans ça. C'est, hey, on a oublié quelque part en 2018, là, que ça serait peut-être le fun d'avoir hein, nos propres serveurs. On voit que c'est partout maintenant, cette question-là. J'ai mis d'ailleurs ici un Most Profitable Company en technologie, etc. Verizon. On a Chase, les banques JP Morgan et Chase, parce qu'eux autres sont entrés bien vite dans l'IA, etc. Fait que ici, ça roule beaucoup côté argent. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent à la présentation, je peux même vous l'envoyer si vous voulez, avec toutes les sources, là, parce que ça, c'est vraiment, quand on parle de technologie, c'est important de voir tout ce déplacement d'argent-là, parce que tout l'argent que nous, on dépense dans ces entreprises-là, vous ne recevez pas beaucoup ici. Hein? On ne reçoit pas grand-chose en retour et il n'y a pas beaucoup d'emplois ici qui sont créés. Les centres de serveurs qu'on déploie là, un peu partout, là, aux États-Unis, par exemple, on s'est aperçu que ça cause énormément de pollution parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'électricité renouvelable aux États-Unis. Savez-vous comment présentement ils les font fonctionner? Des génératrices. Caterpillar est rendu en train de monter en bourse parce qu'ils achètent des génératrices, des grosses génératrices industrielles pour compenser pour l'énergie. Ça fonctionne avec quoi, ces génératrices-là? Souvent, pétrole. Hein? Ouais, pétrole, exactement. Et comment est-ce qu'on les trace? Les journalistes vont voir les demandes de permis de génératrices qui sont souvent posées par des cabinets d'avocats. Et ces cabinets d'avocats-là, bien là, qu'est-ce qu'on fait? On rétro-pédale pour trouver avec qui ils travaillent. Bien, je vais vous dire franchement, l'indépendance, là-dedans, il n'y en aura plus beaucoup. Hein. Il reste très peu de compagnies qui n'ont pas été rachetées par Google, Facebook, Amazon et compagnie. C'est tout eux. Même, vous pensez des fois faire affaire qu'une petite entreprise de serveurs. Et quand des gens comme The Business Insiders se mettent à creuser, disent, bien, finalement, ça appartient, admettons, à 50 à Amazon, l'entreprise. Fait que c'est toutes les mêmes marques. Et en plus, ils sont en train de polluer. Et quand on prend l'eau, excusez quand je parle, c'est comme ça que j'ai connu Stéphania. On est parti comme ça, Stéphania Pécoré, puis moi, ça a duré 1 heure et quart. Là, on n'a pas fini notre souper, on n'arrêtait plus de jaser de ça. On s'est aperçu justement que l'eau qui est prise puis pour refroidir ces serveurs-là, ben on en a plus besoin dans le sud des États-Unis.
Eh bien, dans le sud des États-Unis, qu'est-ce que vous pensez? Il fait chaud, hein? Donc, l'agriculture en pâtit. La santé publique en est atteinte. Fait que il y a des gens qui n'ont pas de place où habiter présentement, mais les serveurs sont bien logés, inquiétez-vous pas, ils n'ont pas chaud, ils n'ont pas froid, ça va super bien, tout est propre, c'est nettoyé. Et il y a très peu de gens, à part les grandes entreprises, qui vont vivre de ça, hein. C'est un peu quand même désolant. Ah, donc on arrive vers la fin de mon affaire. Là, je vous arrive avec mes petites affaires. Mon Dieu, ma belle petite citation justement de Dana Boyd. Dana Boyd, c'est pas une erreur. Elle a toujours écrit son nom minuscule, hein, fille du web des débuts. Elle a commencé dans la moitié des années 90. Elle a refusé de mettre des majuscules à son nom tout le temps, elle est rendue chercheur, puis elle continue à écrire en minuscule. Puis là, les étudiants disent, Madame, c'est un B majuscule. Je suis comme, ben, Dana, c'est pas ça qu'elle pense. Fait que moi, je suis ce qu'elle me dit. Donc, elle nous dit hein, qu'on est justement on est dans un contexte où la postmodernité déconstruit davantage les hiérarchies, telles que la séparation entre le grand et le bas art et la relation entre le temps et l'espace. Hein, c'est la mondialisation, la relation entre le temps et l'espace, c'est comment est-ce qu'on peut maintenant, en 2 secondes, faire voyager un message, comment est-ce qu'une nouvelle à l'international, vous ouvrez TikTok et malheureusement, vous voyez en direct le prochain bombardement qui va se passer hein, dans les guerres en cours. C'est ce qui arrive en ce moment-là. Puis la postmodernité suggère que tout est relatif et éphémère. Souhaitons-le, hein, qu'il y aura des choses là-dedans qui ne dureront pas. Et c'est dans cette éradication de toutes les vérités universelles que Nietzsche pouvait s'éclamer que Dieu est mort. Puis là, on comprend qu'on est dans la philosophie, mais on est comme, mon Dieu, que des fois, on y penserait presque. Dans les solutions, hein, ici, je vous mets liquid democracy. Ça vous dit quelque chose, ça? Tout à l'heure, vous me disiez, monsieur, ici, qu'on n'avait jamais pu participer. Bien, Liquid Democracy, ils ont essayé ça en Islande puis dans d'autres places comme ça. C'est une façon de faire en sorte que, puis ça existe, là, les modèles sont documentés, qu'un groupe de citoyens pourrait, par exemple, former un comité pour agir sur une question puis faire remonter facilement auprès, par exemple, de l'Assemblée nationale leurs préoccupations. Fait que là, la diversité des voix, là, elle pourrait s'exprimer dans une démocratie liquide parce qu'il y aurait justement hein, cette circulation-là entre citoyennes, citoyens concernés et le pouvoir, ce qu'on n'a pas en ce moment. Puis ces modèles-là sont là, puis ils peuvent même être superposés sur les modèles actuels assez facilement, mais comprenez bien que c'est bien moins le fun d'écouter les citoyens que de décider. Hey, je ne suis pas fine aujourd'hui, hein, mon Dieu. Je pense que je me suis couchée trop tard, j'ai dû lire un petit peu de façon exagérée, mais c'est quand même ça. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut un monde à l'échelle humaine? Hein? Puis si les aspects politiques du punk pouvaient nous aider, hein, quand on se disait tantôt, pourquoi qu'on. Hein, cette espèce de côté-là, de revenir à des. Parce qu'on a beau le dire, je veux dire, je regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis on n'est pas en train de marcher hein, vraiment vers plus d'ouverture, de tolérance et de diversité. Puis on se dit, ça facilite hein, de ce genre de décision-là, pas particulièrement hein, ouverte ici aussi, parce que ne pas obéir hein, au dictat de la mode, ne pas se conformer, c'est aussi exceptionnel que ça. Non, hein, je pense qu'il y a plein de monde ici qui sont en train de le vivre, puis finalement, ça devrait comme être quelque chose de plus accepté et même je remarque, hein, même en milieu scolaire, présentement, les amis qui ont des enfants, Rose, hein, avec son garçon, tout ça, je remarque que l'anticonformisme est plus tellement, je pense que c'est pire, je pense qu'à mon époque, hein, il y a 30 quelques ans, c'était plus ouvert que ça au secondaire pour les jeunes. Hein, je pense que là, on est revenu avec hein, les femmes ne doivent pas se découvrir les épaules, etc. Je suis comme, ben voyons donc, on va se découvrir les épaules si ça nous tente. Donc, toutes ces valeurs-là, hein, le DIY, l'antiracisme, l'antisexisme, c'est de refaire un monde, hein, c'est de refaire une communauté. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est ça, on fait communauté, hein, puis cette communauté-là, ben, on souhaite qu'elle soit justement hein, aussi, je dirais, aussi forte et diverse que ce qu'on le veut. Voilà, référence, j'arrive à faire. Mon Dieu, j'ai fini par une phrase pas trop pire. C'est ça, a-tu de bon sens, ça? Est-ce que je vous remercie.